Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale Gabon. Le dossier du jour sera consacré à l'élection présidentielle, l'élection de toutes les attentes. Et au sommaire également de cette émission, retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Le Royaume a fait savoir son intention de réintégrer l'institution panafricaine après son retrait en 1984. Et puis à Sao Tomé et Principe, élection dès le premier tour du candidat du parti au pouvoir, Evaristo Carvalho, avec 50,1% des suffrages. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler, pour en débattre. Il s'agit bien évidemment de nos éditorialistes. Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue parmi nous. Bonsoir Mireille, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et Gemal Taleb. Gemal, c'est un plaisir. Merci Amira, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et tout de suite, c'est l'info du jour. C'était ce dimanche 17 juillet, le roi du Maroc, Mohamed VI, annonçait le retour du royaume au sein de l'Union africaine. Rappelons que le Maroc avait quitté l'institution panafricaine en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique au sein de l'institution. C'est un sujet qui nous a été préparé par Corinne Kamtem. 32 ans après, le Maroc annonce son retour au sein de l'Union africaine. C'est dans un message adressé au sommet de l'Union africaine qui se déroule en ce moment au Rwanda que le roi Mohamed VI a fait cette annonce dimanche 17 juillet. Selon lui, il est temps que son pays retrouve sa place au sein de l'institution africaine. Le Maroc avait quitté l'organisation en 1984 en guise de protestation contre l'admission au sein de l'Union africaine de la République arabe sahraoui démocratique proclamée par le Polisario. Cela fait longtemps que nos amis nous demandent de revenir parmi eux, pour que le Maroc retrouve sa place naturelle au sein de sa famille institutionnelle. Ce moment est donc arrivé. Par cet acte historique et responsable de retour, le Maroc compte œuvrer au sein de l'UA en vue de transcender les divisions. Une démarche bien accueillie et soutenue par le président en exercice de l'Union africaine, Idriss Déby Itno. Le Maroc est un pays africain, membre fondateur, je dirais, de l'OIA. Le Maroc, pour des raisons qui lui sont propres, a quitté en son temps l'OIA. Ça fait 32 ans. Donc, le Maroc a le droit et le devoir de revenir dans la grande famille quand il veut, comme il veut. Personne n'a le droit de l'empêcher. Aucun pays membre de l'Union africaine, c'est le texte constitutif de l'Union africaine, a le droit de suspendre un pays à une seule condition. On peut suspendre un pays à une seule condition. La condition est connue, c'est-à-dire la prise de pouvoir par des voies illégales. Le retour du Maroc au sein de l'organisation panafricaine dépendra donc de la Commission de l'Union africaine qui devra valider cette décision par un vote. Jean-Marie, que peut-on voir à travers ce retour, puisque le Maroc avait quitté l'Union africaine pour protester contre l'admission de la RASD? Que peut donc signifier ce retour, étant donné que cette République démocratique, arabe sahraoui démocratique, fait encore partie de l'Union africaine? Je pense que le Maroc, si vous voulez, va sur une stratégie que l'Afrique doit adopter. Le Maroc a été sur le banc. Le conflit n'est pas encore résolu. Donc ça voudrait dire, ma lecture que je fais là-dessus, c'est que le Maroc veut revenir, comment on dirait, sur la table de négociation pour essayer éventuellement d'infléchir la position de l'Union africaine. Et le Maroc, si vous voulez, ne peut pas rester en dehors de l'Afrique. Le Maroc aujourd'hui est un des moteurs. Pourquoi aujourd'hui elle est restée en dehors pendant 32 ans? Pourquoi aujourd'hui? Vous savez, la diplomatie, Amira, si vous voulez, bon, les choses de la diplomatie, vous savez pas ce que le roi a pu négocier, si vous voulez, avec les différents acteurs de la scène politique africaine. Donc à partir de là, il a dû avoir, si vous voulez, des assurances qui fassent en sorte que le Maroc réintègre la scène politique africaine, si vous voulez, de manière normale, comme on l'a dit, le roi l'a dit dans le reportage, sa place naturelle. Aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, on dit souvent que l'Afrique doit compter, si vous voulez, d'Alger jusqu'au Cap. Donc à partir de là, je ne vois pas quelle est l'institution africaine. Vu les ambitions des États africains, quelle est l'institution africaine aujourd'hui qui peut se passer, si vous voulez, de l'influence du Maroc? Le Maroc
tendra aussi à renforcer sa diplomatie économique et une diplomatie à succès, c'est-à-dire tous ces derniers temps. Donc je pense que faire cette jonction-là entre les pays du Maghreb et les pays d'Afrique subsaharienne, c'est quelque chose qui est relativement important, bien que ce soit un conflit qui soit un conflit nord-africain, c'est-à-dire par rapport à la République arabe sahraoui. À partir de là, je pense que c'est une démarche qui est tout à fait dans ma lecture. Ce retour du Maroc au sein de l'Union africaine va changer quelque chose autour du conflit? Je pense que ça changera quelque chose dans la dynamique, si vous voulez, de l'unité africaine et dans la dynamique économique elle-même. On sait aujourd'hui, si je prends un domaine qui m'intéresse, qui est le mien, c'est-à-dire le domaine économique, le Maroc est relativement bien placé aujourd'hui. Le Maroc ne postule peut-être pas aux premières places en termes de croissance économique, tout ce qui s'ensuit en Afrique aujourd'hui, mais il est évident que le Maroc, si vous voulez, dans des stratégies de niche en termes de technologie, d'innovation technologique, ils sont relativement bien placés. Et le roi, depuis tout ce dernier temps, il mène une diplomatie économique, c'est-à-dire qu'une diplomatie économique efficace. Donc, ça veut dire quoi? Il a été au Mali, il a pratiquement fait le tour de tous les pays de la région pour essayer, si vous voulez, de renforcer ses liens avec ces pays-là. Mais maintenant, revenir au sein de l'Union africaine, pour moi, c'est une très très bonne démarche concernant le Maroc. Gemal, pour rester concentré autour de ce conflit autour du Sahara occidental, qu'est-ce que cela pourrait-il changer, cette réintégration du Maroc au sein de l'institution panafricaine? Pour l'Union africaine, pas grand-chose. L'Union africaine n'a pas mis le Maroc à la porte. C'est le Maroc qui a décidé par lui-même, de quitter l'institution en 1984. Elle a continué à fonctionner normalement avec ou sans le Maroc. Donc la question ne se pose pas. D'ailleurs, les raisons qui ont poussé le Maroc à partir sont toujours là. C'est-à-dire que la République arabe sahraoui démocratique est toujours membre de l'Union africaine et elle le restera. Le Maroc viendra siéger quand même à côté. Que de temps perdu, quel dommage, que d'espace perdu. Bitomo a une habitude que nous avons tous, les francophones, c'est que nous pensons toujours que l'Afrique, c'est quelques pays francophones autour de nous. Ce n'est pas vrai, l'Afrique, c'est 54 pays. Le Maroc est présent dans 5-6 pays, il n'est pas présent dans toute l'Afrique, ça n'est pas possible. Et il n'a ni la dimension, ni le poids économique, ni la dimension, ni le poids économique pour le faire. Cela dit, je remarque que dans le communiqué annonçant le retour, qui est encore une fois une bonne chose, c'est-à-dire que le Maroc est un grand pays africain, sa présence au sein de l'Union africaine est forcément une bonne chose. Quel dommage pour les Marocains, pour la diplomatie marocaine, d'avoir quitté cette institution qui est un syndicat des chefs d'État plus qu'une grande institution d'intégration, on se dit un peu les choses. Mais enfin, ça reste un forum important qui peut avoir de la voix, qui a eu de l'importance ces 10 dernières années, même ces 15 dernières années, et qui en aura encore. Quel dommage. Cela dit, le départ du Maroc en 1984 était beaucoup dû à un bloc de pays et l'influence algérienne. L'influence algérienne est toujours là. Elle n'est plus ce qu'elle était, mais elle est toujours là. Deuxièmement, c'est le point important de l'ancien secrétaire général Edem Kodjo. Aujourd'hui, on sait qu'un secrétaire général n'a pas été, ou le président de la commission n'a pas été élu, probablement demain. Et si c'est l'Algérien et la Mara, et si le poids de l'Algérie redevenait ce qu'il était, et que les pays amis ne sont plus ce qu'ils étaient? Et in fine, les 3 grands pays importants qui jouent un rôle fondamental dans l'Union africaine reconnaissent tous les 3 la République arabe sahraoui. L'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya. Et donc ça pose là encore une fois un vrai problème. Cela dit, je me réjouis personnellement du retour du Maroc. Je pense que c'est une bonne chose, mais que de temps perdu, quel dommage. Très rapidement, messieurs, on n'a plus beaucoup de temps pour encore se reconcentrer autour de ce conflit du Sahara occidental. On sait c'est le statu quo, le référendum d'autodétermination est bloqué depuis 1992. Jean-Marie, est-ce qu'on peut espérer une issue diplomatique très rapidement? Je pense qu'on aboutira à une issue diplomatique, Amira. Il n'y a pas d'une autre voie. Il y a la voie légale, si vous voulez, dès l'instant que vous avez un État qui est reconnu légalement, c'est-à-dire par ses pairs. Bon. On peut difficilement, si vous voulez, déjuger ça. Donc à partir de là, je pense que la situation que Gemal vient de décrire restera la même, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez toujours l'Algérie qui est là, dont le poids de l'Algérie est non négligeable dans les négociations en tant que tel. Donc à partir de là... Pour autant, le Sahara occidental n'est toujours pas indépendant? Ils ne sont toujours pas indépendants. Je pense que l'Union africaine prendra vers ça. L'Union africaine devrait tendre vers ça, quel que soit le poids du Maroc. C'est-à-dire, j'ai parlé économiquement, comme par rapport à ce que Gemal disait. Je suis bien conscient que le Maroc n'est pas présent dans toute l'Afrique, mais moi je parle du poids économique. Gemal, très rapidement. Il faut se dire les choses. La République arabe sahraoui démocratique est inscrite comme étant le 18e territoire à décoloniser dans les Nations Unies. Donc la légalité internationale, le droit international est clair de ce point de vue-là. Le secrétaire général des Nations Unies, qui vient de renouveler encore, parce que vous savez que ça se fait tous les ans, le mandat de la MINUSMA, tous les ans, il se fait et tous
tous les ans, on renouvelle donc le mandat de la Force des Nations Unies d'interposition au Sahara occidental. Il y a, et Jean Bitomo a raison, il n'y a de possibilité que la possibilité de la négociation et de la voie diplomatique. Cela dit, elle passe de mon point de vue par deux choses. Un, il faut que le référendum d'autodétermination soit accepté. D'autodétermination ou de maintien ou de départ dans le giron marocain. En tout cas, il faudrait que les Sahraouis puissent s'exprimer. La question est de savoir, est-ce qu'ils vont s'exprimer sur la base du recensement espagnol ou est-ce qu'ils vont se baser sur le recensement marocain? Et c'est là tout le débat. Et donc ce débat-là, tant qu'on ne l'a pas tranché, tant que la diplomatie ne l'aura pas tranché, c'est la question. Il y a un point fondamental en droit international qu'on appelle la effectivité de l'occupation. Il n'y a aucun doute que l'effectivité de l'occupation marocaine, elle est sur le Sahara occidental en réalité, sauf qu'elle est au départ illicite. Et le droit international de ce point de vue-là est têtu. Il n'y a pas d'effectivité acceptée dès lors qu'elle est au départ illicite. Or, l'occupation du Sahara occidental est, illicite dès le départ. Et à Sao Tomé et Principe, le candidat du parti au pouvoir Evaristo Carvalho a remporté ce dimanche dès le premier tour l'élection présidentielle avec 50,1% des voix devant le président sortant Manuel Pinto da Costa. C'est ce qu'a annoncé la Commission électorale nationale dans la nuit de dimanche à lundi. Rappelons que ce scrutin s'est déroulé dans le calme et l'apaisement selon les observateurs mandatés par l'Union africaine. C'est un sujet de Maria Madramé. Il est le nouveau président de Sao Tomé et Principe. Evaristo Carvalho a remporté ce dimanche 16 juillet, dès le premier tour, l'élection présidentielle. Soutenu par le parti du Premier ministre Patrice Trovoada, le président élu a obtenu 50,1% des voix contre 24,8% pour le président sortant Manuel Pinto da Costa. Une victoire qui permet au chef du gouvernement de gagner son pari, mettre fin au partage du pouvoir et gouverner avec un président de son parti. Le score est sans appel et dénote un large choix de la population et une volonté d'avoir un gouvernement et un président de la République en harmonie, ce qui n'était pas le cas jusque-là, puisque le président et le gouvernement n'étaient pas de la même tendance. Ce scrutin marque la fin de la carrière du président sortant Manuel Pinto da Costa, le premier président qui a dirigé le pays pendant 15 ans après l'indépendance en 1975, avec un régime de parti unique avant de se convertir à la démocratie dans les années 90. Dans le passé, Sao Tomé et Principe a eu des périodes de relative instabilité politique. Et aujourd'hui, pour assurer le développement du pays, la stabilité institutionnelle est justement l'un des éléments majeurs. À Sao Tomé et Principe, la pauvreté frappe 66% des 195 000 habitants. Le gouvernement et le président élu devront relever le défi du développement de l'archipel qui dépend à plus de 80% de l'aide extérieure. Pour autant, l'archipel ne manque pas d'atouts avec une croissance moyenne de 4% par an depuis 2012. Gémal, peut-être déjà un mot sur l'apaisement dans lequel s'est déroulé ce scrutin. Selon les observateurs mandatés par l'Union africaine, l'élection présidentielle s'est déroulée sans encombre. C'est une bonne chose pour le continent. Oui, c'est une bonne chose. C'est quand même pas très compliqué. C'est un pays de moins de 200 000 habitants. Le jeu politique se fait en réalité entre le Premier ministre sortant, qui lui ne peut pas être réélu, mais qui présente son poulain et qu'il soutient, contre des paratiques anciennement eux-mêmes au pouvoir et qui veulent revenir. Et donc le jeu se fait entre les deux. Le Premier ministre sortant maintient, consolide sa mainmise sur le pays. Il fait élire un de ses hommes et un de ses amis. C'est un pays qui, quand simplement une démocratie qui est plutôt apaisée, qui fonctionne très bien, il n'y a pas de doute. Mais enfin, c'est un pays qui vit encore essentiellement de l'aide de développement. Si vous coupez le robinet de la coopération internationale, le pays est mort. C'est à peine une petite ville de n'importe quel pays parce que c'est très peu peuplé, c'est très peu riche. Et donc, c'est bien comme quoi la liberté, la démocratie ne règnent pas toujours avec le développement économique. Je suis très content, mais enfin, c'est très petit tout ça et ça n'est pas de nature à faire franchement des résultats mirobolants ni donner un spectacle qui soit particulièrement attrayant pour les gens. Oui, Jean-Marie, ce petit pays très peu peuplé dépend à plus de 80% de l'aide internationale, 90% selon certaines statistiques. Comment on peut expliquer de telles contre-performances pour un pays qui bénéficie quand même d'un potentiel touristique, d'un potentiel pétrolier et même d'une stabilité politique, ce qui est rarement le cas, tous ces facteurs cumulés au sein de l'Afrique?
Là, Mira, vous me posez deux questions. Là, la première question concerne, si vous voulez, la place ou le rayonnement éventuel économique de Sao Tomé. Sao Tomé, comme Djemal l'a très bien souligné, c'est quoi? C'est 200 000 habitants, c'est une petite île. Mais par contre, moi, je me réjouis d'une chose. Il a parlé de la calmie, si vous voulez, politique. C'est que ça montre quand même que la succession, il y a des successions qui peuvent se faire en Afrique de manière relativement calme et simple. On n'a pas besoin d'être une grande démocratie, on peut être un petit pays. Vous avez, bon, l'île est à peu près comme l'État du Vatican. Donc, à partir de là, dès l'instant que vous avez une démocratie, une succession qui se déroule normalement, c'est bien ça pour l'Afrique. Même si c'est un petit pays, ça fait voir qu'il y a une alternance qui peut se passer de manière calme. Économiquement, maintenant, c'est autre chose. Quand vous avez les bailleurs de fonds internationaux qui n'y trouvent pas un retour sur investissement conséquent, par rapport, le pays peut regorger de toutes les ressources naturelles que vous voulez. Si vous n'avez pas les investisseurs qui trouvent un retour sur investissement conséquent, ils n'y vont pas. Donc je pense tout simplement que l'île va continuer à vivre comme ça, c'est-à-dire dans une espèce de léthargie globale. Et à partir du moment où les institutions fonctionnent, ben, tout ce que je peux souhaiter, c'est que le développement économique accompagne cette démocratie-là. Ce sera le premier défi des nouvelles autorités. Tout à fait. Et c'est l'heure de marquer une courte pause, mais on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.